Bienvenue à tous donc sur la chaîne Guillaume DHEH sur Twitch, qui est l'émanation de la chaîne YouTube d'Histoire en Histoire. J'espère que vous allez bien. Nous sommes donc présents ce soir avec Margot Bécasse pour aborder le métier de conservateur, ou en l'occurrence conservatrice du patrimoine. Donc Margot Bécasse, merci d'être avec nous ce soir donc, et d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Je suis très contente d'être là, merci de m'avoir invitée. On en reparlera évidemment en filigrane tout au long de la soirée, mais vous exercez donc au musée Saint-Raymond de Toulouse, qui est un musée donc, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler sur cette chaîne Twitch et en rediffusion sur la chaîne YouTube, puisque c'est un musée que j'avais visité pour son exposition sur le dieu Mitra, qui court jusqu'à la fin du mois, donc si vous ne l'avez pas vu, profitez-en, il vous reste quelques semaines. Et donc cette exposition, on l'avait débriefée avec mon camarade Excavator, et vous avez la rediffusion sur YouTube, donc n'hésitez pas, pas maintenant évidemment, mais après, demain par exemple, à aller la regarder pour voir un petit peu de quoi il s'agit, avant d'aller vous laisser, comment dirais-je, transcender par cette magnifique exposition au musée Saint-Raymond de Toulouse, tant qu'elle est encore là. Puisqu'il me semble qu'après elle déménage, Margot Bécasse, si j'ai bien compris, c'est ça, hein, elle part en Allemagne. Alors, bon, c'est pas tout à fait la même exposition, mais effectivement, il y a une partie des œuvres que nous présentons dans l'exposition de Toulouse qui vont voyager pour un troisième volet, puisque en fait, les œuvres avaient déjà voyagé en Belgique, et donc pour un troisième volet à Francfort. Mais c'est différent, en fait, la scénographie sera pas du tout la même, la muséographie non plus, donc ruez-vous à l'exposition de Toulouse parce qu'elle est unique. Du coup, je vous propose de commencer par le commencement, en posant un petit peu le contexte finalement de votre activité, puisque spontanément, quand on parle de musée, on peut penser à des grandes institutions. Quand on parle de musée, beaucoup de gens pensent peut-être aux grandes galeries du Louvre qui n'en finissent pas avec des œuvres à non plus savoir comment faire, alignées de chaque côté, qui sont peut-être probablement des institutions de référence dans l'imaginaire des gens. Mais en réalité, il y a une grande diversité de structures et d'institutions culturelles sous le label musée, avec un statut, un encadrement légal différent. Donc pour avoir une première vue d'ensemble, dans quelle structure ou institution travaillent donc les gens qui exercent votre activité de conservateur ou conservatrice de musée? Alors, donc les conservateurs et conservatrices du patrimoine sont un corps de métier particulier. Déjà, c'est important de le préciser parce que les conservateurs de musées ne sont en fait qu'une branche de ce corps de métier qui est plus vaste et qui intègre par exemple les conservateurs d'archéologie qui vont travailler dans les DRAC ou les conservateurs d'archives qui vont travailler dans les services d'archives. Donc, c'est un métier spécifique qui appartient à un corps. Et donc, les conservateurs exercent dans des institutions publiques qui ont la particularité d'avoir un label, enfin c'est ce que vous mentionnez à l'instant, le label Musée de France, en fait, qui s'appuie sur une loi particulière, la loi des musées de France de 2002. Et donc, ils exercent dans des institutions publiques qui sont de plusieurs types. En fait, on va distinguer par exemple les musées nationaux des musées territoriaux. Et en fait, dans ces deux structures, théoriquement, travaillent deux sous-corps de conservateurs, si on peut dire, les conservateurs d'État, qui travaillent dans les musées nationaux notamment, et les conservateurs territoriaux qui vont travailler dans les musées de collectivité, si on peut dire. Après, les conservateurs, vous en trouvez aussi dans d'autres structures. On a par exemple des conservateurs qui travaillent au service des musées de France, hein, au ministère de la Culture. Vous trouverez également des conservateurs dans certains services spécifiques des DRAC, comme le service musée. Mais la plupart d'entre nous, en fait, exercent dans des institutions muséales labellisées Musée de France. Vous pouvez redéfinir rapidement ce qu'est une DRAC, peut-être, pour les gens Ah qui oui, auraient pu pardon. ne pas... On est habitué J'imagine. au... Aux acronymes. La DRAC, c'est la Direction régionale des affaires culturelles. Si vous voulez, c'est un organe déconcentré, plutôt, pour être exact, du ministère de la Culture qui va piloter la politique culturelle de l'État au niveau des régions. Donc, en l'occurrence, pour les musées, c'est une entité importante parce que la DRAC va assurer un contrôle technique et scientifique de ce qui se passe dans les musées territoriaux. C'est l'agent de l'État, en fait, en contexte de collectivité.
Dans un rôle qui est à la fois un rôle d'accompagnement et de supervision, ou plus un, plus l'autre, dans les deux? Non, exactement les deux, ouais, tout à fait. C'est s'assurer effectivement que la réglementation en matière de musée est bien appliquée, nous accompagner aussi notamment dans certains projets parce qu'il y a un volet financier assez important. La DRAC peut nous accorder des subventions et puis plus globalement, je dirais aussi que les conseillers musées en fait sont aussi chargés de faire le lien entre les différents établissements, d'entretenir un réseau de professionnels à l'échelle d'une région, quoi. Donc, c'est vraiment tout cet aspect-là, quoi. Et donc ça, c'est vraiment une mission qui est assurée par nos collègues conservateurs. Sous l'appellation Musée de France, on peut avoir à la fois des établissements publics et des établissements privés. Est-ce qu'ils sont soumis aux mêmes obligations, à la même législation globale, ou est-ce que, un peu comme, j'allais dire, la fonction publique d'un côté et le secteur privé de l'autre, il y a vraiment deux embranchements? Alors non, effectivement, donc la loi musée donc, et le label Musée de France qui correspond à cette loi peut s'appliquer à deux types de structures. Vous avez donc les institutions publiques. De facto, hein, par défaut, toutes les institutions, tous les musées publics possèdent le label Musée de France, sauf si on lui retire, mais bon, ça arrive très rarement. Et en fait, à côté de ces institutions, ces musées publics, vous avez également des musées privés qui peuvent posséder, donc recevoir le label Musée de France et qui, parce qu'elles l'ont reçu, sont soumises exactement à la même réglementation. Mais les musées privés, en l'occurrence, sont un peu particuliers. Donc, il faut que ce soit des institutions, des associations ou des personnes privées à but non lucratif, quoi. Il y a vraiment l'idée d'exclure en fait la vocation marchande, quoi, de tout ce qui est lié au Musée de France. Oui, c'est une personne morale qui doit s'engager à avoir des activités à but non lucratif, je crois, plus précisément. Ça peut pas Exactement. être le Ouais. musée de Monsieur Michu, c'est le musée de l'association ou de l'entité légale, juridique, truc, qui doit répondre à tout un ensemble de critères. Il me semble que j'avais vu passer, il faut une étude des objets, des conditions de conservation, il faut des études sur les moyens d'accès, sur la sécurité, à la fois des locaux et la sécurité des biens qui sont conservés dans ces institutions. Donc il y a quand même toute une série de critères à remplir. Alors oui, tout à fait. Bah, vous en avez évoqué Voilà. certains. Et puis, on pourrait rajouter, par exemple, le fait d'avoir un personnel qualifié à la tête de son institution, hein, qu'il s'agisse d'un conservateur, un attaché de conservation, enfin une personne qui soit compétente pour assurer la gestion du musée. Il faut également avoir un service des publics ou pouvoir, en tout cas, être associé à un service des publics mutualisé, notamment. Et puis, bon, j'en oublie évidemment, mais ah oui, alors si, et ça m'intéresse particulièrement parce que c'est une de mes activités au quotidien. Il faut avoir un inventaire réglementaire qui soit correctement constitué, qui obéisse à une réglementation bien normée, quoi. Et donc, comme vous disiez tout à l'heure, que ce soit les établissements publics ou les établissements privés, ils sont soumis à la supervision de la DRAC et ils peuvent aussi compter donc, sur son appui technique et scientifique de façon indifférenciée. Tout à fait. La différence se fait au niveau du statut légal de l'établissement, mais pas au niveau de son lien finalement fonctionnel avec l'État, que ce soit en matière de contrôle ou en matière de support. On peut en venir peut-être du coup au cas spécifique de l'institution pour laquelle vous travaillez vous, c'est-à-dire le musée Saint-Raymond de Toulouse. Donc lui-même s'inscrit dans quel cadre? Donc c'est un musée public. Alors, le musée Saint-Raymond, c'est un musée qui est rattaché à la ville de Toulouse. Donc, un point essentiel, et on n'en a peut-être pas encore parlé, alors que c'est au cœur même de la définition de ce qu'est un musée en France, les collections du musée Saint-Raymond, elles appartiennent à la ville de Toulouse et elles lui sont donc affectées pour qu'il les conserve, les étudie, les enrichisse et les valorise auprès du public. Ce qui est en fait la mission fondamentale d'un musée. Mais donc, en fait, de manière générale, les collections publiques en contexte de collectivité, comme pour le musée Saint-Raymond, appartiennent à une personnalité publique, une collectivité. Donc, ça peut être, chez nous, c'est effectivement la ville, mais ça peut très bien être une région, ça peut être un département. Et ces structures, du coup, donc une fois qu'elles ont acquis leur collection, qu'elles en ont la charge, la responsabilité, quelles sont finalement leurs missions? Pourquoi est-ce qu'on crée un musée quand on est soit une entité publique, soit une entité privée?
Alors bon, je dirais que les entités privées, hormis celles qui justement n'ont pas de but lucratif, donc pour lesquelles les missions se rapprochent de nos missions à nous, j'allais dire qu'en fait les musées privés qui ne sont pas des personnes, enfin qui ont un intérêt justement marchand, bah, leur but c'est peut-être de faire de l'argent. Nous, c'est pas la fonction première en fait de nos institutions évidemment. Bah, je pense que la meilleure manière d'expliquer ce qu'on fait dans les musées, c'est de se reporter encore une fois à la loi, même si c'est pas forcément facile d'accès. Mais en fait, on est là tout d'abord pour préserver le patrimoine, c'est-à-dire assurer des conditions de conservation qui soient satisfaisantes et qui permettent de faire en sorte que les collections soient préservées d'une génération à l'autre. Hein, c'est notre mission fondamentale. Donc la conservation, premièrement. Évidemment, il y a l'étude. Hein, les conservateurs, les personnels scientifiques qui travaillent dans les musées ont pour mission d'étudier les collections de manière à augmenter le niveau des connaissances qui les entourent. Et également, ça passe aussi, et parfois on aurait tendance peut-être à l'oublier, mais ça passe aussi par le fait de donner accès aux collections à des chercheurs qui peuvent aussi travailler sur ces collections, parce que ces collections sont des collections publiques, hein, bien sûr. Donc, études, conservation, et puis il y a aussi l'idée de valoriser, hein, c'est-à-dire simplement de diffuser toutes les connaissances acquises autour de ces collections auprès du public. Hein. Il y a une idée de transmission des savoirs qui est vraiment très forte, et c'est une des missions fondamentales du musée. Et puis à côté de ça, le dernier point peut-être, c'est de poursuivre l'action entreprise au cours des siècles précédents dans le futur, c'est-à-dire de continuer à enrichir ces collections de manière forcément rationnelle. Hein. On ne va pas acheter n'importe quoi. D'ailleurs, il y a une réglementation quand même en la matière, mais l'idée, c'est de continuer à enrichir ce patrimoine, quoi. D'ailleurs, vous évoquez la conservation, mais il y a un volet complémentaire qui est celui de la restauration également. Il ne s'agit pas d'amasser pour amasser, il s'agit aussi d'entretenir, de préserver et même de remettre en état des éléments qui ont pu être endommagés par le temps ou par l'activité humaine. Alors oui, ça bien sûr. Et puis il y a même il y a plusieurs volets, je dirais, dans cette problématique-là. On va distinguer peut-être ce qu'on peut appeler la conservation et la conservation préventive. En fait, ce qui consiste simplement à donner aux collections un environnement qui soit correct en fait et qui leur permette justement de ne pas se dégrader. Donc ça, c'est une mission évidemment qui est la nôtre, sur laquelle on est compétent hein, en tant que professionnel des musées et qu'on exerce tous les jours. À côté de ça, il y a tout ce qui relève de la restauration et qu'on peut peut-être définir comme une intervention effective sur l'objet. C'est-à-dire que votre objet présente une dégradation spécifique et hop, il faut intervenir soit pour stabiliser et éviter que l'objet continue à se dégrader, soit parce que du coup l'objet n'est plus lisible et on n'y voit rien et on veut l'exposer, donc il faut qu'il redevienne lisible pour les gens qui vont visiter le musée. Donc ça, c'est un panel d'activités qui relèvent plutôt de la restauration. Et là où c'est important de faire cette distinction, c'est que la restauration, elle est le fait de professionnels autres que nous qui travaillons dans les musées, qui sont les conservateurs-restaurateurs. Ce sont des personnes en fait qui ont un diplôme spécifique qui les autorise à intervenir sur les collections pour appliquer des protocoles précis. Ils sont en général formés, par exemple, à la chimie, à des aspects aussi très, de manipulation, mais plus poussés que nous. Et d'ailleurs, je suis pas du tout compétente dans cette question, donc moi-même, je pourrais pas intervenir sur un objet, et puis j'ai même pas le droit d'ailleurs légalement de le faire, quoi. Mais donc, il faut vraiment distinguer sans doute les deux aspects, et c'est pas forcément quelque chose que les gens ont en tête, je pense, quand on pense au musée. Nous, on travaille avec des restaurateurs pour intervenir sur nos collections. Ça va être du coup l'occasion pour moi de faire un petit instant promotion pour les collègues, puisque vous avez sur YouTube l'ancien membre du label Hérodote qui tient la chaîne L'Opératorium, sans accent à opéra, et dont le métier est d'être justement restauratrice. Et donc elle explique à travers ses vidéos les différentes méthodes, les différentes façons de procéder, elle donne des exemples de son métier. Donc si vous voulez en savoir plus sur cet aspect-là, n'hésitez pas, Opératorium, sans accent. Pour compléter un petit peu ce qu'on va pouvoir se dire ce soir sur, non pas sur les conservateurs-restaurateurs, mais sur les conservateurs du patrimoine. Vous évoquez aussi la nécessité de diffuser les savoirs, de procéder à la sensibilisation, de rendre accessible tout ça au public. Ça vaut peut-être le coup justement de montrer que pour que cet accès-là soit facilité au public, et notamment au jeune public,
l'accès est facilité par la loi à certains publics, notamment les moins de 18 ans, qui sont exonérés de payer l'entrée des collections permanentes dans les musées de France. Et il y a tout un tas d'autres dispositifs en fonction des institutions qui peuvent être mis en place pour favoriser justement cet accès de tous à la culture et aux collections. Alors après, juste sur ce point-là, parce que c'est quand même intéressant de le savoir, les politiques tarifaires d'accès aux musées sont fixées en général pour les musées de collectivité par la collectivité. Donc il y a vraiment une variété de positions, quoi. Vous avez des collectivités, par exemple, où l'accès à tous les musées de la ville sont complètement gratuits, d'autres pour lesquels c'est pas le cas, hein. Oui, tout à fait, il y a une diversité effectivement à ce niveau-là, mais il y a un certain nombre de, comment dirais-je, de facilités d'accès qui ont tendance à être mises en avant par certaines collectivités. Maintenant qu'on a posé un petit peu le cadre, on va pouvoir s'intéresser à ce qu'il y a dans le musée. En l'occurrence, il y a tout un ensemble de professions. La loi Musée de France, dont on parlait tout à l'heure, mentionne que chaque musée de France dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil, de diffusion, d'animation, de médiation culturelle, assurées par des personnels qualifiés et pouvant être mutualisés entre plusieurs musées. Est-ce que en quelques minutes, vous sentez le courage de nous faire un rapide panorama des acteurs concernés? Qui est-ce qui travaille finalement dans ces musées et quel est un peu le rôle de chacun pour faire tourner cette grande machine? Alors bon, évidemment, les structures vont changer, hein, d'un musée à l'autre en fonction de sa taille, du type de collection aussi qu'il préserve. Mais donc, je vais prendre l'exemple du musée Saint-Rémy parce que j'y travaille, donc c'est un peu plus simple. Et puis vous aurez, je pense, une bonne idée de ce qu'on peut trouver comme type de profession justement dans un musée standard, on va dire. Bon, alors évidemment, du côté, je commence par mon domaine, hein, du côté de la conservation. Donc, vous avez les responsables de collection. En fait, c'est une fonction, par exemple, que moi, j'exerce. Donc, ça peut être des conservateurs, mais ça peut être aussi des attachés de conservation, des assistants de conservation. Ça, c'est vraiment une différence de grade, mais ça ne change pas, en fait, la nature du travail qu'ils exercent au quotidien. Donc, ce sont des gens qui vont étudier les collections, être en charge des inventaires, de la conservation préventive, tous ces aspects-là. Dans le périmètre des activités de la conservation, vous avez également un métier avec lequel on travaille en étroite collaboration, c'est le régisseur. Et ça, c'est vraiment on va dire une profession centrale dans le pôle en fait conservation. On parle souvent de conservation et régie. Donc les régisseurs, ils vont être plus généralement en lien avec tout ce qui est logistique, c'est-à-dire quand vous avez un prêt d'œuvre, par exemple, soit un prêt qui entre au musée pour être installé dans le cadre d'une exposition temporaire, soit un prêt qui est fait par nous dans une autre institution, les régisseurs, en fait, sont vraiment ils servent de courroie de transmission avec l'institution prêteuse ou, en tout cas, l'institution partenaire, quoi. Ils encadrent les transports d'œuvres, ils vont par exemple, parfois ils assurent aussi des missions de convoiement, ça peut aussi nous arriver en tant que responsable de collection, mais bien souvent c'est les régisseurs qui vont être en charge de ces aspects plus logistiques. Et puis selon en fait les structures dans lesquelles vous vous trouvez, les régisseurs peuvent être également dans le cas de gros musées, hein. Je pense par exemple au Louvre, les régisseurs ont vraiment la charge de la gestion courante des réserves, quoi. C'est-à-dire de s'assurer de la gestion courante des collections au sein des réserves, de s'assurer que les œuvres sont bien là. Ils ont même dans ces conditions des missions liées à la conservation préventive, quoi. Mais donc c'est vraiment une mission support qui est étroitement liée à la conservation. Ensuite, vous avez du côté toujours du domaine des collections, ce qui se rapproche plutôt de la documentation, avec des collègues qui sont donc documentalistes et qui sont plus spécifiquement formés, par exemple, à la gestion de la base de données. Par exemple, chez nous, notre responsable des ressources documentaires, elle administre la base de gestion des collections parce qu'elle a vraiment des compétences très techniques sur l'administration d'une base de données que moi, j'ai pas forcément. Et donc, on travaille en collaboration sur comment alimenter notre base, mais toute la dimension architecture de la base de données, c'est elle qui la gère. Et puis, la mission de documentation, c'est aussi la gestion de toute la documentation qui est élaborée autour des collections, qui gravite autour des collections. Il y a par exemple la question des dossiers d'œuvres. En fait, en général, lorsque vous avez un bien ou une œuvre, il y a un dossier spécifique qui lui est associé et dans lequel on va trouver en fait toutes
toutes les informations en lien avec l'objet, quoi. Si l'objet a été publié, si l'objet est sorti en prêt, les informations en termes de valeur, d'assurance, enfin tout ce qui est documentaire, quoi. Et donc ça, ce sont la gestion des dossiers d'œuvre, c'est vraiment une mission qui est assurée par nos collègues de la documentation. Le dossier d'œuvre, Et si je vous suis bien, c'est un mélange entre la carte d'identité et le carnet de santé de l'œuvre, finalement, qui va le suivre tout au cours de son existence et de sa conservation au sein des différentes réserves des musées au fur et à mesure de ses pérégrinations. Exactement. Et du coup, c'est très important de l'enrichir constamment. Et puis, c'est très important surtout de protéger ces archives-là, en fait, qui sont patrimoniales et qui, en plus, sont fondamentales pour des questions légales aussi. Ça, c'est les activités de la documentation. Après, selon les musées, ça peut effectivement varier. Chez nous, la question de la documentation, elle est étroitement liée aussi à la diffusion numérique. Et nous, on a des collections qui sont donc recensées sur notre base de données et ensuite qui sont versées sur le catalogue collectif des musées de France. Et ça, c'est vraiment une mission qui entre dans le périmètre de notre pôle des ressources documentaires, quoi. Donc ça, c'est encore on va dire, un pôle qui est étroitement lié à la conservation et qui fonctionne un peu comme un tout sur la question des collections, quoi. Et puis, si on passe de la documentation à une activité suivante, évidemment, il y a toutes les professions qui sont liées au service des publics, où là, vous avez un foisonnement, mais bon, pour vous donner une idée, peut-être les personnes auxquelles on pense en premier, parce que en tant que visiteur, c'est à eux qu'on se trouve confronté, ce sont les médiateurs. Donc les personnes qui, au sein du musée, vont concevoir des médiations, et là je parle spécifiquement de médiation orale dans le cadre d'une visite parce que c'est comme ça que ça se fait, mais des gens qui vont concevoir une médiation, c'est-à-dire soit des activités, une présentation, des modalités de transmission en fait de connaissances autour des collections auprès du public. Et les médiateurs exercent au sein d'un service des publics. En général, à la tête d'un service des publics, vous trouvez un responsable du service des publics qui va orienter en fait la politique du musée en matière de médiation notamment, quoi. Il y a aussi toute la fonction communication. Selon les cas, elle peut être rattachée à l'institution ou pas. Chez nous, c'est le cas. Et en plus, elle est étroitement associée au service des publics. Il y a une imbrication entre la médiation chez nous et la communication, mais c'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, c'est très important aussi parce que les chargés de communication, ils définissent une stratégie qui nous rend visibles auprès du grand public et notamment auprès de publics qui ne sont pas forcément sensibles à la question des musées, quoi. Donc c'est central aussi. Il y a effectivement, en plus, je vais faire l'inventaire qui va durer 3 heures, attention, mais on a tous les collègues qui travaillent aussi à l'intérieur, enfin dans les murs du musée, parce que nous, en général, on n'y est pas, sauf les médiateurs quand ils assurent des médiations à certains moments donnés, mais il y a tous les agents de surveillance, les agents d'accueil, en fait, qui sont vraiment face publique et qui sont aussi des fonctions très importantes, enfin, en termes de personnel, des gens qui ont un rôle particulier au sein de l'institution. Et puis, on a aussi les collègues qui ont des fonctions plutôt techniques et qui nous aident au quotidien sur des travaux de maintenance du bâtiment. Il y a toujours un problème de toute manière, hein, c'est comme partout. Sur des missions de déplacement des collections aussi, de manutention. Enfin, je parle de mon quotidien, mais en fait, ils ont un périmètre d'activité qui est extrêmement varié et ce sont des gens qui font tourner l'institution aussi, quoi. Enfin, j'en oublie évidemment, mais là, je pense que vous avez déjà une bonne image de Ouais, je pense qu'on a déjà des fait choses. un beau tour des différentes professions qui peuvent exercer dans les murs et dans les réserves d'un musée. Pour rebondir sur plusieurs points que vous avez évoqués, alors je vais reprendre dans le désordre, forcément, sinon c'est pas drôle. En ce qui concerne la sécurité, tout à l'heure on évoquait le lien, les statuts publics et privés de certaines institutions. Il y a aussi certaines activités de musée qui peuvent être externalisées. Et je sais que c'est le cas dans de nombreux services publics. J'imagine que la sécurité, par exemple, les personnes qui assurent la sécurité au sein du musée sont des prestataires et sont pas forcément des employés du musée, par exemple, juste pour faire une incise très rapide sur ce statut-là. Alors, c'est pas forcément le cas, ça dépend vraiment des institutions et là, c'est quelque chose qui va être décidé
Bah, soit directement par le musée, soit par la ville, soit par la direction à laquelle le musée est rattaché. Vous trouvez vraiment des cas de figure très variés, quoi, il y a aussi la possibilité d'avoir des agents, titulaires au quotidien, donc des fonctionnaires, en fait et à certaines occasions, par exemple, au moment de manifestations très importantes où ça draine beaucoup de public, de faire appel en renfort à des personnels de sécurité, par le biais d'une mission externalisée. Disons qu'il y a vraiment, c'est un paysage assez varié, quoi et ça va dépendre un peu de la stratégie soit de la collectivité, soit de l'institution. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous externalisez votre, personnel, de surveillance et les agents de sécurité, il faut une formation, quoi. Ça, c'est indispensable pour bien connaître les lieux, pour bien être sensibilisé à la question de protection des collections parce qu'on n'assure pas, une mission de sécurité de la même manière dans un musée, dans un établissement qui reçoit du public, en plus que dans un autre type de structure, quoi. Vous évoquiez justement les dossiers d'œuvres et le fait qu'ils étaient soumis à une numérisation progressive, parfois plus ou moins complète, parfois plus ou moins facile, j'imagine, d'une œuvre à une autre, et d'un établissement à un autre, et d'un suivi d'établissement à un autre. Donc il y a plusieurs niveaux de défis. Cette numérisation-là, pour suivre sur Twitter, certaines personnes verront peut-être de qui je parle, un certain Docteur Bagarre, qui est lui-même conservateur sur Versailles, je crois, et qui évoque les limites de la numérisation. Est-ce que c'est quelque chose que les institutions muséales, et le musée Saint-Rémy où vous travaillez en particulier, ont en tête? Quelles sont finalement les sécurités que vous prenez pour que si un jour il y a un problème informatique, il n'y ait pas de perte justement dans le suivi des œuvres et dans les dossiers d'œuvres et l'importance du suivi qu'elles représentent? Il y a une stratégie de numérisation, qui est élaborée, c'est-à-dire que, déjà de par la quantité des informations et des dossiers d'œuvres, on peut pas tout numériser. En tout cas, à court terme, c'est pas possible. Il y a Sûr. également peut-être des données, qui n'ont pas vocation à être numérisées, c'est-à-dire que, ça prend du temps quand même de numériser, donc aller chercher, tous les supports constitutifs d'un dossier d'œuvre pour les passer au format numérique, c'est pas forcément pertinent. Parfois, c'est aussi bien, d'aller chercher l'information dans le dossier d'œuvre à condition effectivement que l'accès au dossier d'œuvre soit réglementé et c'est le cas chez nous, quoi. Il y a effectivement Sûr. des règles, de sécurité, à respecter et c'est encore une fois, une stratégie qui est mise en œuvre par l'institution. Il y a certaines institutions qui vont aller vers du tout numérique, bon, c'est mon point de vue, mais je pense que quand on fonctionne à l'intérieur d'un musée qui n'est pas le musée du Louvre, c'est-à-dire que vous n'avez pas toute une équipe de documentalistes armés pour faire face à ces questions, faut penser pratique, quoi. Et puis même quand on y réfléchit 2 secondes, effectivement, je ne suis pas sûre que le tout numérique soit forcément une solution. Donc dans notre cas, c'est certain que le dossier d'œuvre, hein, et puis dans tous les cas de manière générale, c'est certain que le dossier d'œuvre papier, il a son importance et c'est pas parce qu'on passe au numérique que, il perd cette importance en tant que oui, vous l'avez dit, carnet de santé de l'œuvre et tout, c'est essentiel, quoi. Et sur les réseaux sociaux qui parlent de culture et d'histoire, ça revient souvent, faut tout numériser, tout numériser, tout numériser. Ça permet d'alléger les archives, oui mais... oui mais prudence. À la fois dans l'accès, dans la conservation de l'archive elle-même, et donc de ce carnet de santé de l'œuvre. Puisqu'on a fait du coup un petit tour de ces musées, des activités et de leurs missions, je vous propose de passer finalement à vos activités et vos missions à vous, en tout cas celles des conservateurs et conservatrices du patrimoine de façon plus large. Comment est-ce qu'on devient conservateur, conservatrice? Quel est le parcours? Le premier point que je devrais, préciser, c'est que pour devenir conservateur, il faut passer un concours. Parce que c'est un corps de métier qui est accessible par concours. Alors, il y a plusieurs types de concours, vous avez le concours externe et vous avez le concours, interne. Donc, le concours, interne, c'est, le concours qui est destiné à des gens qui sont déjà en poste, qui ont déjà une carrière dans la fonction publique et qui évoluent, en fait, au sein de leur carrière et qui, par exemple, vont passer du stade, du grade d'attaché de conservation ou d'assistant au grade de conservateur parce qu'ils présentent, en fait un dossier examiné par un jury qui leur donne l'accès à ce nouveau grade. Donc ça, c'est une première modalité d'accès à côté du concours externe, qui est celui que moi j'ai passé et qui est le concours
que l'on va passer à l'issue de notre formation, hein, d'histoire de l'art, enfin en histoire de l'art, en archéologie notamment, en histoire. Donc le concours de conservateur, c'est un concours qui est accessible à bac+3, c'est-à-dire que si vous avez une licence, vous pouvez le passer. Dans les faits, la plupart des gens qui ont le concours de conservateur, ils ont au moins un master 1, plutôt un master 2, parfois une thèse, quoi, parce que c'est un concours qui est pas facile, hein, je pense qu'il faut quand même le dire, mais ça veut pas dire qu'il est inaccessible. Il est pas facile, ça se prépare. Et donc, en fait, une fois que vous avez obtenu le concours, vous êtes formé dans un institut qui s'appelle l'Institut national du patrimoine. Les externes et les internes sont formés pendant 1 an et demi, 18 mois, à l'Institut national du patrimoine. Pour les conservateurs territoriaux du patrimoine, comme moi, ce qui est donc un sous-corps, enfin on va dire un corps particulier dans le corps des conservateurs, vous êtes en plus formé à l'Institut national des études territoriales qui est installé à Strasbourg. Donc c'est une double formation qui est liée au fait que nous, on va travailler dans des collectivités territoriales et que ça demande une formation spécifique, on va dire. Donc, un concours accessible à bac+3, en général, là aussi, je peux plutôt vous parler de l'accès au concours pour les gens qui ont une formation, enfin, qui s'orientent vers une carrière de type musée, parce que par définition, le parcours va être différent si vous vous destinez à devenir conservateur d'archives, hein. La plupart de mes collègues conservateurs qui sont archivistes ont fait l'école des chartes. Pas tous, mais une bonne partie, quoi. Nous, en musée, c'est finalement assez varié. La plupart du temps, bon, vous avez des gens qui ont fait des études d'histoire, voilà, d'histoire de l'art, d'archéologie, soit à l'université, soit à l'école du Louvre. C'était mon cas, par exemple. Oui, des personnes qui ont pu faire l'école normale supérieure ou enfin ce genre de formation, mais globalement une formation dans laquelle vous trouvez une spécialisation en histoire ou une dimension patrimoniale, quoi. Je peux peut-être évoquer l'école du Louvre parce que bon, c'est l'école que moi j'ai faite et J'allais ça m'a plu justement aussi, mais j'allais enfin, justement vous pour, demander. bah, en fait, pour le coup, l'école du Louvre, c'est vraiment une bonne formation. Et bon, c'est une école qui est assez ancienne. Elle a été créée à la fin du 19e siècle. Et l'origine, l'objectif de l'école du Louvre, c'était vraiment de former les conservateurs de musées, quoi. Parce que l'Institut national du patrimoine, c'est une école qui est récente, hein, qui a été créée en 1990, si je ne dis pas de bêtises. Avant, c'était l'École nationale du patrimoine. Mais en fait, avant l'INP et l'ENP, vous aviez l'école du Louvre qui était destinée vraiment à former des conservateurs. Donc, pour cette raison, la formation qu'on reçoit à l'école du Louvre, elle préfigure ce que vous allez, par exemple, avoir comme épreuve au concours, quoi. On est très formé aux commentaires de clichés, donc les commentaires d'œuvres, les aspects très techniques du commentaire d'œuvre, en fait, on nous les apprend. On nous les apprend dès la licence, on est étroitement formé à l'intérieur même de l'institution. Vous avez toute une partie de l'enseignement qui se déroule dans les salles des différents musées, en général musées parisiens parce que l'école est à Paris. Donc moi j'ai fait beaucoup de travaux dirigés dans les salles du Louvre et puis bon d'ailleurs j'ai adoré ça. Enfin c'est un type on va dire un type d'enseignement que je trouve très enrichissant et pour les gens qui veulent se destiner à une carrière dans les musées, c'est vraiment un plus parce que l'enseignement est vraiment en lien étroit quelque part avec la profession, mais ce n'est pas du tout la seule modalité d'accès. Vous pouvez très bien avoir fait une formation universitaire et présenter le concours. Peut-être, sans rentrer dans les aspects techniques du concours, il y a quand même quelque chose, je pense, qu'il faut avoir en tête, c'est que une des épreuves du concours à l'écrit, en tout cas, c'est l'épreuve de spécialité, donc scientifique, avec des commentaires de clichés sur des œuvres très précises. Et là, ça demande, il y a un choix en fait que vous émettez au moment de l'inscription. Par exemple, vous pouvez, alors moi, je suis spécialiste de l'archéologie du Proche-Orient, donc j'avais du bol. Il y a une épreuve qui s'appelle archéologie du Proche-Orient. Donc j'ai passé ça, quoi. Il y a d'autres de mes collègues qui ont passé une épreuve d'art moderne qui se décline donc sur l'architecture, la sculpture, la peinture. Donc vous devez faire ce choix au moment de l'inscription au concours et c'est quelque chose, ça demande d'avoir une compétence quand même dans un
un domaine scientifique bien défini et c'est là où je reviens à ce que je disais, auparavant. L'école du Louvre, elle aide précisément parce qu'en fait, au moment où vous vous inscrivez en première année, vous avez la possibilité de faire un choix d'une spécialité qui souvent correspond à ce que l'on va retrouver au concours. Donc, parfois, c'est vrai que, dans le contexte universitaire, si vous décidez de passer l'archéologie du Proche-Orient, mais que vous en avez fait un semestre, je pense, à la fac, bah, il y a quand même, enfin, il faut aller chercher des informations en plus, quoi, alors que à l'école du Louvre, on est formé pendant 3 ans sur cette question. Mais voilà, c'est, on va dire que c'est, enfin, moi, j'ai vu beaucoup de mes collègues qui venaient de la fac, et d'ailleurs pas que des facs parisiennes. Hein, faut pas penser que c'est un concours qui est accessible. Enfin, et on a tendance trop à le dire, je pense. Donc, j'aimerais insister là-dessus que c'est un concours qui est accessible uniquement aux gens qui ont été formés à la Sorbonne, etc. C'est pas vrai, quoi. Donc, Non, mais ce que vous dites sur les modalités de passage du concours rappelle aussi d'autres concours ailleurs qui demandent effectivement un enseignement de spécialité pour, j'allais dire, pour différencier les candidats d'une part et surtout pour commencer à poser les jalons de leur parcours professionnel par la suite. Mais effectivement, ça recoupe quand même pas mal de choses qu'on peut trouver ailleurs dans l'enseignement supérieur, avec l'école du Louvre qui est quand même, j'allais dire, l'institution de référence, en tout cas le vieil établissement qui est là depuis longtemps, qui est devenu le référentiel et presque le maître étalon de la formation pour accéder au métier in fine. Ça n'empêche pas, au-delà de cet établissement qui est un peu le point de référence, qu'il y ait d'autres établissements à côté qui forment très bien également, notamment en province, et que bien évidemment, avec une formation solide de la volonté, de la curiosité, on peut tout à fait être armé pour passer le concours, pour l'obtenir, et pour faire une très belle carrière derrière. exactement. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment une volonté, enfin, moi, je l'ai senti, je pense, là où j'ai été formée aussi, il y a une volonté de peut-être donner un peu de diversification, enfin de diversité, quoi, d'apporter une certaine diversité dans la profession. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens qui avaient des profils qui n'étaient pas du tout semblables aux miens, être formés dans cette école. Et bah, à titre personnel, je trouve ça très bien aussi, quoi. Peut-être le seul problème, et c'est pour ça que c'est intéressant de faire le genre de vidéo qu'on est en train de faire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas le métier. Donc, on se retrouve peut-être en sortant de sa licence ou de son master, en découvrant qu'il y a ce métier, ce concours, mais bah, la préparation d'un concours, ça s'anticipe parfois en réfléchissant des années auparavant. Enfin, bon, je vais donner un exemple tout bête, mais par exemple, pour le concours de conservateur, il faut passer 2 langues vivantes. Si vous ne le savez pas, ben, c'est compliqué parce que si on a abandonné sa LV2 pendant 10 ans, se remettre à niveau pour passer le concours, ça peut être compliqué dans certains cas, quoi. Donc, alors que quand on sait d'avance qu'il y a ce concours qui nous amène à ce métier en particulier qu'on veut faire, on va pouvoir peut-être aiguiser ses armes en amont pour pouvoir le passer, quoi. Mais je pense que c'est une profession qui est pas forcément bien connue partout. Enfin, moi, quand j'étais au lycée, hein, je sais pas, j'ai toujours été intéressée par l'histoire. Je voulais faire de l'archéologie, mais j'avais même pas pensé au métier de conservateur. J'ai découvert vraiment la profession en entrant à l'école du Louvre, quoi. Donc, ça gagne à être popularisé pour qu'on puisse avoir bah, des gens qui viennent d'horizons variés pour, je pense aussi proposer bah, une nouvelle identité des musées, quoi. C'est important, à mon avis. Tout à fait, c'est d'ailleurs le but de cet entretien aussi. Le but du jeu, c'est évidemment que cet entretien bénéficie à tous ceux qui vont tomber dessus et qui vont pouvoir grappiller quelques informations de gauche de droite pour compléter leur connaissance de ce métier, pour le découvrir peut-être, et pour pouvoir se préparer, si jamais ça les intéresse, à s'orienter vers ce concours, qui effectivement est un concours très exigeant, mais qui n'en reste pas moins accessible, parce que si personne ne l'obtenait, il n'existerait plus, il faut être tout à fait honnête aussi au bout d'un moment. Petite question qui m'est venue pendant que vous faisiez cette précision. Les 2 langues vivantes, c'est parce qu'on part du principe que le conservateur va être au contact d'un public potentiellement international. C'est pour Alors oui. le suivi des œuvres aussi dans un contexte international. C'est les deux, j'imagine. Alors en fait, ça me permet de rectifier ce que je viens de dire parce que j'ai un peu exagéré il y a 2 langues. Ça peut être une langue ancienne et une langue vivante. Dans D'accord. mon cas, c'est juste que j'étais focalisée sur le fait que moi, j'ai passé 2 langues vivantes, Oui. mais c'est pas forcément le cas. Mais donc, vous pouvez très bien, sans complexe, passer le latin ou le grec à l'écrit, mais enfin, il faut quand même le savoir, quoi, parce que Oui, bien sûr. c'est un paramètre. Disons que c'est 2 épreuves qui peuvent facilement se révéler éliminatoires si on n'a pas fait attention au fait qu'elles existaient, quoi. Et les langues, effectivement, ce sont en général, dans ce type de concours, des épreuves éliminatoires. Or,
apprendre une langue, la maîtriser et avoir le bagage culturel qui va avec, ça ne s'improvise pas. Donc effectivement, il faut s'informer, parfois plusieurs années auparavant, pour arriver avec son petit baluchon et être capable de surmonter l'obstacle. Moi, c'est effectivement ce que je conseille. Après, je voudrais aussi vraiment insister sur le fait que, voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent passer le concours de conservateur ou qui l'ont déjà passé et qui ne l'ont pas, c'est pas une fatalité, hein. Il y a le concours en interne. C'est aussi une profession à laquelle, enfin, on va dire un grade auquel on accède par l'ancienneté, par ses compétences. Et quand vous passez le concours en interne, enfin, c'est une reconnaissance, hein, d'une belle carrière, d'un travail Tout sérieux. à fait, Enfin, vous êtes, je pense, vraiment reconnu pour vos compétences. Donc, ouais, c'est pas du tout bien un sûr. pis-aller, au contraire, quoi. Toujours sur la question des langues, Chloéza qui demande est-ce que la langue des signes française est considérée comme une autre langue vivante? Alors, c'est une bonne question, j'en sais absolument Voilà. rien. Mais je pense que ce genre d'information, enfin, franchement, ça m'étonnerait. Ça m'aurait interpellé si je l'avais vu dans le, dans le rapport du jury ou dans le règlement. Mais en tout cas, les informations sont disponibles sur le site de l'Institut national du patrimoine. Toutes les modalités d'examen, hein, la nature des épreuves, les langues qu'on peut présenter, parce qu'on ne peut pas non plus présenter toutes les langues. Vous pouvez retrouver ces infos sur le site de l'INP, hein. Mais je mettrai lors du replay le lien dans la description pour que les gens qui sont intéressés puissent aller voir les modalités du concours. C'est une très bonne question et c'est très bien qu'on l'ait abordé. Ça permet de compléter justement ce petit package introductif pour les gens qui seraient intéressés par le métier et qui voudraient commencer à creuser un petit peu la question. Donc le concours, bien évidemment, va être une spécificité française qu'on va pas forcément retrouver dans tous les pays, mais j'imagine qu'il est quand même encadré à l'international par un certain nombre de normes, par un certain nombre de référentiels professionnels qui permettent aux différentes institutions muséales à travers le monde de pouvoir travailler en harmonie, pas en armerie, ça ne veut rien dire, en harmonie pour pouvoir notamment se prêter des œuvres, etc. Alors, en fait, donc là, effectivement, vous l'avez dit, le métier de conservateur en France, il est accessible par un concours, ce qui est une spécificité française. Mais le métier, évidemment, de conservateur existe dans d'autres pays. Il existe un organe qui sert de pivot, en fait, pour l'établissement de liens interprofessionnels, en général, de toutes les professions qui gravitent autour des musées, en particulier des conservateurs, mais pas que. C'est l'ICOM, International Council of Museum. En fait, si vous voulez, c'est une institution qui regroupe les professionnels de musées. Alors, c'est quand même quelque chose d'assez vaste. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il y a à peu près 140 pays qui sont représentés à l'ICOM, et donc c'est 40 000 personnes, 40 000 ou 50 000 personnes. Donc, c'est un vaste réseau de professionnels. Et bon, pourquoi je parle de l'ICOM? En fait, simplement parce que l'ICOM émet régulièrement des prescriptions en matière de gestion du patrimoine. En fait, c'est un cercle de professionnels qui vise à échanger des bonnes pratiques, à faire des retours d'expérience pour pouvoir, in fine, apporter des solutions, des réponses et des préconisations en matière de conservation et valorisation du patrimoine. Et donc, il y a un élément important pour nous, c'est le code de déontologie de l'ICOM, que je ne connais pas par cœur, mais en tout cas qui sert de support à la manière dont j'exerce, ce qui n'est pas très compliqué parce que finalement, il y a beaucoup d'éléments que vous retrouvez dans ce code de déontologie de l'ICOM qui font déjà partie de la législation française, en fait, donc ça ne fait pas doublon, quoi. Mais en tout cas, l'ICOM, ce n'est pas un organe qui a vocation à condamner un musée s'il ne fait pas ce qui se trouve dans le code de déontologie. Oui, c'est vraiment C'est un prescripteur finalement, et pas une instance de supervision, ça c'est aux instances nationales de s'en occuper. Exactement. Mais en tout cas, c'est une institution de référence pour nous dans les métiers des musées, quoi. Je disais que vous évoquiez effectivement un certain nombre de prescriptions et la charte déontologique de l'ICOM que vous m'aviez gentiment fourni en amont de cet entretien. Et effectivement, ça brasse tout un tas de sujets très très larges, avec les missions et les moyens d'un musée, que ça touche au budget, au matériel, aux locaux, au personnel, à la protection contre les sinistres, donc on est vraiment dans un champ brassé qui est très large. Les compétences attendues des personnels, évidemment, puisque comme on le disait tout à l'heure, à propos des personnels de sécurité, on ne peut pas exercer dans un musée
en contact avec des œuvres qui nécessitent une protection particulière et en contact aussi d'un public comme on exercerait dans une autre institution avec un métier très semblable, mais l'environnement joue énormément sur la façon de procéder. Les responsabilités intellectuelles et scientifiques sont évoquées aussi dans cette charte, et également la notion de conflit d'intérêt et celle de commerce ou d'usage personnel d'œuvres issues des collections. Et il me semble qu'il y a eu d'ailleurs une actualité dans un très grand musée français qui montre que ce sont des normes qui méritent d'être rappelées plus ou moins régulièrement quand même. Je vous propose de passer finalement sur le cœur du métier, la conservation et la gestion des collections. Ces collections, peu importe leur détenteur finalement, est-ce qu'elles sont exclues du marché de l'art par exemple, ou est-ce qu'elles peuvent être vendues par un musée? Comment se passent ces procédures qui sont quand même à la base de la constitution d'une collection? Alors là, on arrive au cœur du sujet, si je puis dire, parce qu'il y a une formule qui est vraiment intégrée dans la loi et qu'on martèle systématiquement lorsqu'on parle des collections publiques françaises, c'est que les collections sont imprescriptibles, inaliénables et insaisissables. Ça veut dire très concrètement qu'une fois qu'un objet est rentré dans une collection publique, vous ne pouvez pas l'en faire sortir. Il y a des possibilités de transfert de propriété entre personnes publiques. Par exemple, si un musée, ou une collectivité estime pour X raison qu'une partie de sa collection serait, que ce serait plus pertinent de transférer une partie de sa collection à une autre entité, c'est tout à fait possible. En revanche, le fait de sortir du domaine public les collections, c'est pas possible. Sauf dans certains cas très précis, qui sont des cas de déclassement, mais c'est extrêmement rare et en fait, pour ce faire, il faut passer par une loi. C'est ce qu'on peut faire notamment dans le cas des restitutions, quoi. Mais de base, le fait qu'un objet soit dans les collections publiques fait qu'il est donc imprescriptible, inaliénable et insaisissable. Effectivement, vous évoquez le cas des restitutions. Il y a effectivement un début de dynamique ces dernières années de restituer un certain nombre d'œuvres qui ont été acquises pendant le processus colonial, notamment au XIXe siècle, à des pays africains qui demandent la restitution de ces objets, et effectivement, à chaque fois, ça demande un passage devant le législateur pour entériner le fait que ces œuvres-là, bien spécifiquement, bien identifiées, sortent du domaine public français pour être restituées au domaine public du pays d'accueil. Et là encore, ça encadre dans les deux sens ce transfert d'œuvres qui n'est évidemment pas fait n'importe comment, et ça ne repart pas dans le privé, ça ne repart pas sur le marché de l'art. Il me semble aussi que l'État, j'ai cru voir ça dans la documentation que vous m'aviez transmise, peut encadrer les ventes privées, c'est-à-dire que le marché de l'art et le marché des antiquités est tout de même supervisé par l'État, et j'avais cru lire que l'État pouvait se constituer acheteur prioritaire pour justement enrichir les collections des musées et les œuvres qui sont dans le domaine public. Alors oui, en fait, il y a plusieurs mécanismes que je vais peut-être pas détailler parce que ce serait un peu compliqué, mais il y a une première possibilité qui est donnée au Musée de France, d'où l'intérêt d'avoir le label. Le label, c'est que l'État peut se faire préempteur, c'est-à-dire qu'au cours d'une vente, par exemple, dans une salle de vente, vous avez un objet qui est adjugé. Bon, j'ai pas l'habitude d'aller dans les salles de vente parce que je travaille sur de l'archéologie et en général, on ne passe pas par ce genre de procédé. Enfin, en tout cas, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Bon, tout ça pour dire que la préemption, c'est une possibilité qui est donnée à l'État de se substituer à l'acheteur pour acquérir un objet et lui faire intégrer les collections publiques, quoi. Enfin bon, ça c'est une première possibilité et l'État peut également, en déclarant un objet trésor national, c'est-à-dire en général, ce qui se passe, c'est que vous avez un objet qui va sortir du territoire parce que il y a un achat qui se profile et en fait, au moment où l'objet va sortir du territoire, il est identifié comme étant d'intérêt majeur, intérêt scientifique, intérêt patrimonial majeur et dans ces conditions, l'État peut déclarer l'objet comme étant trésor national et dans ces cas-là, le temps est un peu suspendu et on a une période donnée pour faire l'acquisition de l'objet de manière à le faire rentrer dans les collections publiques. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la manière dont les pouvoirs publics peuvent agir, enfin l'État en particulier, peuvent agir sur le marché de l'art pour l'enrichissement des collections publiques, quoi. Donc une fois qu'on a ce cadre législatif qui est posé, comment est-ce qu'un musée finalement décide de composer sa collection?
qui fixe la politique d'acquisition, la nature des expositions menées? Comment est-ce que cette collection finalement se constitue et gagne une certaine cohérence au sein d'un musée et de ses réserves? Alors, en fait, cette question-là, donc de l'enrichissement des collections, mais aussi de manière générale, pour tout ce qui est lié à la politique scientifique et même culturelle, hein, de l'établissement, vous avez un document phare, c'est un peu notre Bible chez nous, c'est ce qu'on appelle le projet scientifique et culturel. C'est un document cadre qui sert de ligne directrice en fait à l'établissement et qui doit être rédigé par le responsable en fait de l'établissement. Et c'est un document qui est indispensable dans le sens où d'ailleurs, pour avoir le label Musée de France, il faut obligatoirement que l'établissement se soit doté ou soit en cours de rédaction d'un projet scientifique et culturel qui va fixer le cap. Et en fait, la politique d'enrichissement des collections, en général, elle est présentée, argumentée, expliquée à l'intérieur de ce document, le PSC. Donc, on va dire que, bon, si vous voulez, de manière très concrète, les institutions, enfin les musées ont tendance à, lorsqu'ils possèdent un noyau de collection, à aller pratiquer soit une politique d'enrichissement ciblée qui vise à pallier peut-être des manques, hein. Il y a certaines périodes qui sont pas très bien représentées dans la collection et pourtant ça mériterait. Donc on va aller acquérir des objets qui permettent d'étayer un peu ce noyau faible de la collection. Vous pouvez simplement, enfin il y a parfois aussi des PSC qui vont orienter la politique d'acquisition de manière à constituer une nouvelle entité à l'intérieur de la collection, par exemple un musée de beaux-arts, je sais pas, qui va dire bon bah j'ai pas du tout d'art contemporain, or j'ai envie de donner à mon musée une orientation vers la valorisation et l'étude de l'art contemporain, donc je constitue une collection ex nihilo, quoi. Mais bon, alors du coup, j'en reviens toujours à notre exemple, mais c'est parce que ça me concerne plus directement. En l'occurrence, nous, la politique d'enrichissement, elle est guidée par le fait que nous sommes un musée d'archéologie et l'archéologie est étroitement encadrée en France, hein, par une réglementation spécifique qui est distincte de celle des musées de France, mais que, en tant que musée d'archéologie, on doit également connaître et dont on doit tenir compte. Et donc, notre politique d'enrichissement au musée, elle va reposer en bonne partie, mais pas seulement, sur l'acquisition d'objets qui ont été découverts au cours de fouilles archéologiques sur le territoire de Toulouse et des communes voisines, en fait. Parce que nous, dans notre PSC, on s'oriente comme le musée d'archéologie de Toulouse et de sa région, quoi. En gros, chez nous, ça va de la protohistoire jusqu'au début de l'époque moderne. Et donc là, par exemple, on constitue une collection d'archéologie médiévale qu'on n'avait pas vraiment au musée avant, parce qu'avant, le musée Saint-Rémy était plutôt un musée des antiques, qui était concentré sur la présentation et l'étude des collections antiques. Donc là, il y a tout un enrichissement ciblé sur des collections médiévales. Finalement, donc, au musée Saint-Rémy, il y a une collection qui se constitue dans le cadre d'une logique d'ancrage territorial, parce que c'est le Exactement. musée municipal et qu'il y a donc cette logique de valoriser l'histoire et le patrimoine local. Nous, ça a du sens parce qu'on est un musée d'archéologie et enfin, c'est pas vrai que pour les musées d'archéologie, mais vous pourriez très bien aussi, en tant que musée territorial, décider, par exemple, parce que vous êtes dans un musée assez généraliste de beaux-arts avec une collection assez fournie, bah, de constituer un mini Louvre, quoi, hein, une institution qui a des départements qui présentent un peu de tout, quoi. Et c'est une orientation possible, hein. C'est parfois plus compliqué parce que bon, les musées territoriaux ont évidemment moins de choses dans leurs réserves que le musée du Louvre, par exemple, mais c'est tout à fait possible du moment que c'est justifié, quoi. Il faut que ce soit pertinent, il faut qu'il y ait une vraie réflexion sur la nature des collections, sur les possibilités de les enrichir, et à côté des acquisitions onéreuses par don, parce qu'on peut aussi faire des acquisitions qui sont en fait des dons, il y a aussi la possibilité d'effectuer des dépôts. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête, mais on peut tout à fait solliciter un dépôt auprès d'une autre institution parce que telle œuvre, en fait, ou tel bien serait plus pertinent dans le parcours de notre musée que dans celui où il se trouve actuellement. Enfin, il y a vraiment la politique du dépôt, c'est un levier aussi d'enrichissement des collections assez important, quoi. Ce dépôt-là, c'est-à-dire il y a une transmission de propriété, comme on en parlait tout à l'heure, ou c'est un prêt qui est un prêt entre guillemets forcé? Comment ça se... Alors bon, évidemment, un dépôt, ça doit être consenti, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller récupérer les objets chez le collègue s'il n'est pas d'accord, mais un dépôt,
c'est un prêt de longue durée qui D'accord. est, renouvelé, Oui, tous les X, en ouais. général, on va dire tous les 5 ans quoi, mais vous avez des dépôts, enfin qui se trouvent dans toutes les institutions quoi, enfin nous on a des dépôts, de musées, nationaux, il y en a partout dans les musées Mmh. territoriaux et d'ailleurs à l'origine, il y a une bonne partie des collections publiques qui sont à l'origine des dépôts, du musée central quoi. Mais il est tout à fait possible ensuite d'effectuer un transfert de propriété si on se rend Très compte bien. que, bah, finalement c'est contraignant d'avoir un dépôt, autant faire rentrer l'objet dans les collections, mais là il y a une procédure qui est encadrée, et qu'il faut mettre en œuvre, quoi. Une fois que ces collections sont constituées, comment est-ce qu'un musée s'assure de, on va dire, les ranger correctement et surtout de ne pas perdre une œuvre? Alors, alors ça c'est un point essentiel, de la gestion des collections au musée. Bon, le premier point pour éviter de perdre des objets, c'est d'avoir un inventaire. Parce que si vous avez un inventaire précis de ce qui se trouve dans vos collections, ben, évidemment, ça permet de savoir quoi chercher, quoi. Autre point qui fonctionne, qui est étroitement lié à l'inventaire, c'est, la question du marquage. C'est-à-dire qu'il faut un système, peu importe lequel, hein, donc soit un marquage direct sur l'objet, soit un système d'étiquetage si l'objet est, de petit format ou trop fragile. En tout cas, un système de numérotation qui accompagne l'objet et qui permette de faire le lien entre ce que vous avez sur l'inventaire et l'objet. Si vous n'avez pas de numéro, sculpture de femme, buste, bon, bah, voilà, hein, si vous en avez 300, c'est un peu compliqué. Parfois, la description de l'inventaire, elle est un peu plus précise, donc c'est mais bon, le système de numérotation, c'est quand même, un élément important. C'est encore mieux si vous avez évidemment une documentation photographique, hein. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment, indi oui, vous allez dire, Oui, vous mais alliez c'était pour réagir ça, sur le marquage ou? ce numéro justement donc d'enregistrement dans le cadre du marquage, c'est un numéro qui est propre à chaque institution qui renumérote ses collections librement, ou est-ce que c'est un numéro d'identification nationale, par exemple, pour chaque objet? Alors c'est une très bonne question, mais oui, c'est une très bonne question. C'est un numéro qui est propre à l'établissement. D'ailleurs, il y a D'accord. des préconisations du service des musées de France en matière d'établissement, enfin du format de la numérotation. C'est-à-dire que, en général, quand vous constituez un inventaire un peu ex nihilo ou quand vous revoyez complètement votre système d'inventaire, vous allez pouvoir utiliser le format, de numérotation millésimé, c'est-à-dire, un numéro en 3 parties avec l'année d'acquisition, le lot et le numéro d'item à l'intérieur du lot. Ça, c'est un système de numérotation, qui est pratique, qui est proposé par le SMF, Service des musées de France. Mais, vous avez d'autres, types de numérotation et en fait, globalement, il y a pas de règle. C'est-à-dire que parfois, la numérotation est héritée du système d'inventaire ancien. Alors parfois, il peut commencer par 2 lettres et vous avez 4 chiffres. Parfois, vous avez que des chiffres, que des lettres. Enfin, c'est très variable et de toute manière, enfin, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très important d'avoir un inventaire avec une numérotation, qui corresponde à une réalité, mais le tout, c'est de s'y retrouver, quoi. C'est-à-dire Bien que sûr. parfois, ça vaut, plutôt que remettre complètement son inventaire à plat au risque d'erreur, il vaut mieux garder des systèmes d'inventaire hétérogènes, les faire cohabiter, mais en établissant des correspondances qui permettent de savoir, comment s'y retrouver. Donc l'inventaire, le marquage, ça, c'est un bon Bien moyen de ne sûr. pas perdre vos collections. Le fait de les localiser et alors donc là, j'en arrive à, peut-être, au point central, c'est qu'il y a une obligation qui est l'obligation de récollement décennal. C'est-à-dire que tous les 10 ans, les musées sont censés faire un état des lieux de leur collection pour vérifier que tous les biens répertoriés sur l'inventaire sont physiquement présents ou en tout cas ont été localisés s'ils ne se trouvent pas à l'intérieur de l'institution, sont en bon état de conservation. Et puis bon, en même temps, le récollement, c'est aussi l'occasion de mettre à niveau toute la documentation et les informations autour des objets. Mais disons que le premier point du récollement, c'est de vérifier l'intégrité des collections. Et ça, c'est vraiment une obligation. Bon, après, c'est pas évidemment une mince affaire et en général, ça prend des années. Là, on en est au deuxième récollement. Si je dis pas, oui, si, on en est au deuxième récollement. Le premier s'est terminé il y a quelques années. Je pense que certaines institutions n'ont pas terminé le premier parce que parfois les collections tellement sont tellement importantes et on n'est pas toujours nombreux dans les musées, donc c'est très compliqué, quoi. C'est vraiment impactant sur les activités quotidiennes du musée, donc il faut faire un plan de récollement, c'est-à-dire, ça se fait pas de manière complètement anarchique. Si vous voulez vérifier que tout est là, bah, il faut faire les choses dans l'ordre. Donc d'abord, vous allez vérifier au premier étage des réserves, ensuite au rez-de-chaussée, ensuite dans les salles, enfin, il faut raisonner, enfin, il faut agir de manière, raisonnée, méthodique et ça prend du temps. Mais en tout cas,
c'est l'activité du récollement qui permet de s'assurer que tout est là, quoi, on va dire. Donc en parallèle donc, de ce suivi des œuvres, on l'évoquait tout à l'heure un peu plus tôt dans l'entretien, il y a le fait qu'il faut assurer leur sécurité physique et matérielle, c'est vérifier qu'il n'y ait pas de dégradation, qu'il n'y ait pas de casse, hein, tout simplement, hein, en premier lieu. Comment est-ce que tout ça s'organise finalement? Comment est-ce qu'on assure cette protection contre les sinistres, contre les accidents, etc. Je dirais que le premier point, c'est d'avoir des bâtiments qui présentent un système de sécurité et on va dire un environnement qui soit approprié à la conservation des collections. Très concrètement, si vous avez des réserves, c'est mieux d'avoir tous les systèmes de surveillance qui correspondent au fait que vous avez des objets de valeur à l'intérieur et qu'il faut les protéger, des systèmes anti-infraction, enfin tout ce genre de choses, quoi. Donc ça, évidemment, il y a toute la sécurité, sûreté et sécurité autour des collections. Donc il y a aussi évidemment toute la panoplie toute la panoplie des outils qu'on peut mettre en œuvre pour s'assurer qu'en cas de sinistre, on est prévenu, par exemple, le fait d'avoir une alarme incendie, quoi. Ça paraît le b.a.-ba, mais bon, évidemment, c'est très important. Et puis, à côté de ça, je dirais qu'il y a en plus des mesures qui doivent être prises de manière à assurer la bonne conservation de certains types de collections qui sont plus sensibles que d'autres. Je peux vous donner des exemples. Par exemple, lorsque vous avez des collections des objets en métal à conserver, c'est bien que les collections se trouvent dans un environnement où le taux d'hygrométrie, c'est-à-dire l'humidité relative, ne soit pas trop élevé, parce que le métal, ça n'aime pas l'humidité, quoi. Quand vous avez des collections, c'est très subtil, hein, et en général, on a évidemment des notions en tant que conservateur en conservation préventive, et puis on sait gérer ce genre de choses au quotidien. Parfois, c'est bien de se faire accompagner d'un conservateur restaurateur ou d'un conservateur préventif qui va vous aiguiller sur une spécificité vraiment d'un objet que vous n'aviez pas forcément identifié. Les objets, les collections aiment bien avoir un environnement stable. Si vous avez un environnement où les variations de température, les variations d'humidité, elles sont très importantes et elles se font sur un laps de temps qui est très bref, c'est pas très bon pour les collections, peu importe le type d'objet, quoi. Après, vous avez effectivement des objets qui sont plus sensibles que d'autres et donc pour lesquels on va accorder un suivi de conservation qui est plus poussé. Donc je vais plus m'inquiéter de mes objets en métal. Enfin bon, évidemment, je m'inquiète de tout, hein, vous l'avez compris, parce que c'est mon métier, mais on va plus cibler au cours des campagnes de constat d'état peut-être les collections métalliques que les collections céramiques dont on peut dresser un état sanitaire assez rapidement, parce que la céramique, c'est un matériau qui est plutôt stable, qui est plus costaud que le métal ou par exemple les matériaux organiques. Et puis peut-être, je peux encore vous donner un autre exemple, quand vous avez des collections organiques, il y a une menace, mais qui est, je pense, la phobie des muséums d'histoire naturelle qui ont beaucoup de collections de ce type, et pas que, hein, mais dès que vous avez aussi des collections archéologiques, mais organiques, hein, en bois, par exemple, alors le problème des insectes, c'est un vrai enjeu, quoi. Il faut avoir des réserves où vous ne laissez pas pénétrer les insectes et éviter justement que les insectes s'installent et commencent à se multiplier, parce que là, il y a des insectes qui mangent le bois, il y a des insectes qui mangent n'importe quoi. Donc une règle de base, c'est par exemple de ne pas manger dans les réserves, parce que quand vous avez des aliments dans les réserves, ça attire les petites bêtes, quoi, les insectes ou d'ailleurs les rats, hein, parce que les rats, c'est pas terrible non plus. Voilà, c'est à côté, on va dire, de la sûreté et de la sécurité des collections, il y a toute une logique de conservation préventive et de règles à respecter. Je pense particulièrement là au sein des réserves, mais évidemment, ça s'applique aussi dans les salles du musée, de manière à protéger le patrimoine, quoi. Quand on parle de sûreté ou de sécurité, il y a un autre point, je pense, qu'il est utile d'évoquer en lien avec ce sujet-là. C'est tout ce qui touche, on l'a déjà évoqué très rapidement tout à l'heure, au trafic illégal d'œuvres d'art et de pièces archéologiques. Quelles sont les mesures prises par les musées? Quel est le positionnement globalement et le rôle des conservateurs sur ces questions-là?
notre principal levier d'action pour éviter de se retrouver face à ce genre de situation un peu fâcheuse, c'est de s'assurer vraiment, avec beaucoup de précautions, de la provenance de l'objet. C'est-à-dire que de toute manière, c'est quand même une forte recommandation du service des musées de France. Vous êtes obligé, lorsque vous faites l'acquisition d'un bien ou d'un ensemble de biens, de mener avec diligence, c'est-à-dire avec insistance, de manière assez poussée, des recherches de manière à garantir que l'objet n'a pas été acquis de manière illégale, a été volé ou que sais-je quoi. Après nous, on va dire que encore une fois, j'ai peut-être de la chance, mais la question se pose pas véritablement, chez nous parce que les objets qu'on va récupérer essentiellement, ils proviennent de fouilles effectuées sur le territoire et des fouilles qui sont réglementées. Donc cette question, se pose pas. Mais dans le cas d'objets archéologiques, c'est vrai qu'il faut effectivement faire attention parce que, vous pouvez voir surgir aussi sur le marché de l'art des objets archéologiques qui ont été acquis au cours de fouilles illégales, quoi, non autorisées par l'État, que ce soit d'ailleurs sur le territoire national ou à l'étranger, À quoi. l'étranger, tout à fait. Toujours lié à ces questions j'allais dire de conservation et de protection des œuvres, l'actualité plus ou moins récente a vu des cas de restauration d'œuvres, disons parfois un peu ésotériques. Cet exemple-là avait beaucoup circulé dans les médias. Donc c'est le Christ de Borja, donc qui est une commune espagnole. Borja comme la famille Borgia à la base, qui ont donné des papes, tout ça, c'est la même ville. J'imagine qu'en France, on a, et même, alors ça doit être valable en Espagne aussi, et ça c'est un accident manifestement, mais j'imagine qu'il y a un encadrement des pratiques de restauration justement pour préserver les œuvres et éviter qu'on se retrouve devant des situations un peu gênantes comme celle-ci. Oui, tout à fait. Alors, on est quand même, on est prémunis face à ce genre de situation. Bon, alors premièrement, mais ça, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, le premier point, c'est que les gens qui sont mais là, je pense que c'était le cas, enfin, je sais pas, mais les gens qui sont autorisés à intervenir sur les collections, ce sont des conservateurs restaurateurs. Donc ce sont non, mais je crois que si la personne qui a effectué cette restauration était restauratrice, hein. Bon, donc après, il y a des différences d'approche. Mais en tout cas, donc des gens qui ont un diplôme, qui ont des compétences pour, voilà, agir, correctement. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a toute une déontologie, autour de la restauration, que je vais pas détailler, mais notamment, ça passe par le fait d'effectuer des restaurations qui soient lisibles. C'est-à-dire, quand vous restaurez un objet, il faut que n'importe qui se trouve face à l'objet soit capable de déceler qu'il y a eu restauration, sinon vous produisez un faux, simplement. Donc c'est vraiment, le restaurateur va être très vigilant. Donc par exemple sur une peinture, ça va, passer par le fait que, vous allez pas chercher à recréer, toute une partie du tableau là où vous ne savez pas ce qu'il y a, quoi. Vous Non, pouvez bien laisser, sûr. enfin, appliquer une teinte, un peu proche, de manière à ce que ça choque pas l'œil, mais en même temps sans chercher à recréer, quelque chose qui n'existe plus et d'ailleurs dont on ne sait pas s'il a vraiment existé. Donc ça, c'est un premier point. Il y a un autre point important, c'est la réversibilité. Les conservateurs restaurateurs font très attention à utiliser des substances, des produits qui sont réversibles, de manière à ce que plus tard, dans 20 ans, si quelqu'un décide pour, telle ou telle raison de dérestaurer un objet, il puisse le faire sans porter atteinte à l'intégrité du bien. Alors, dans les faits, parfois ça peut être compliqué parce qu'on met en œuvre de nouveaux produits, hein, sur lesquels on n'a pas forcément de recul, mais je pense qu'on a quand même, aujourd'hui, un recul certain sur toute une partie des produits utilisés et qui sont quand même assez fiables. Donc, lisible, réversible, ça, c'est vraiment, des principes que va mettre en œuvre le restaurateur au moment où il intervient sur une œuvre. Vous avez une réglementation qui encadre l'intervention même sur les collections. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, des commissions régionales de restauration qui sont composées, de professionnels, notamment des conservateurs, qui vont, examiner, dans le cadre de commissions qui se réunissent plusieurs fois par an, les dossiers de restauration qui sont soumis, par, les musées territoriaux pour vérifier en fait que, enfin, il s'agit juste en fait de réunir ces pairs de manière à pas prendre une décision qui est très lourde de conséquences tout seul, quoi. C'est bien d'avoir des avis extérieurs, donc la commission va être là
bah, voilà, répondre à des interrogations éventuelles, valider un protocole établi par le restaurateur qui va être donc intégré au dossier de restauration soumis à la commission. Et enfin, l'idée en fait de cette commission, c'est que comme on intervient sur le patrimoine de manière directe et parfois de manière assez lourde, il faut que la responsabilité soit prise par plusieurs, quoi. Enfin, il y a aussi plusieurs manières de voir les choses, quoi. Donc c'est bien de confronter les points de vue aussi. Il y a une déontologie, des principes à respecter évidemment, mais c'est bien aussi qu'il y ait débat. Et puis de manière générale, ce que vous observerez, c'est qu'il y a une histoire de la mode de la restauration et qu'il y a certaines restaurations qui se font à certaines périodes et ensuite c'est considéré comme étant hyper choquant visuellement, super moche et du coup, bah, ce qu'on va faire, c'est dérestaurer. C'est vrai par exemple, pour des antiques qui ont fait l'objet de restaurations très lourdes au 19e siècle et qu'on va avoir tendance à dérestaurer ensuite parce que certains conservateurs vont trouver que du coup ça nuit à la lisibilité de l'objet initial. Mais là encore, vous avez plusieurs écoles. Il y a des conservateurs qui vont vous dire que c'est intéressant de garder la restauration 19e, même si elle est très moche, en gros, parce que ça apporte une couche historiographique supplémentaire à l'objet, quoi. Donc ça fait partie de l'histoire de l'objet. Donc, enfin, c'est vraiment Enfin, c'est vraiment un aspect très important de la protection des collections et qui mérite d'être discuté, quoi. Mais c'est très intéressant et pour le coup, là, vous avez vraiment, je pense, ce qu'on voit bien de manière générale dans le monde des musées, c'est qu'il y a une mutualisation des compétences, un dialogue entre le conservateur, le restaurateur, tous les collègues qui font qu'à la fin, on aboutit à une décision. Et si on passait aux expositions en tant que telles? Oui, avec plaisir. On l'a dit tout à l'heure, un musée possède pas forcément dans ses réserves toutes les œuvres dont il a besoin pour monter une exposition précise. Parfois, donc, il y a des emprunts, il y a des échanges, il y a des choses comme ça. Du coup, un musée, par exemple, je sais que l'exposition Mitra a emprunté un certain nombre d'œuvres à d'autres institutions. Comment est-ce que ça s'organise? Comment est-ce qu'on s'y prend quand on est un musée pour emprunter une œuvre à une autre institution? Alors, en fait, aussi bête que ça puisse paraître, il faut demander. C'est-à-dire qu'il y a mais je l'évoquais un peu tout à l'heure en parlant de l'ICOM, il y a vraiment il y a un réseau professionnel, qui est assez fort, au niveau international et de manière générale, il y a une espèce d'entente entre les professionnels de musées qui établit que et d'ailleurs ça se retrouve dans le code de l'ICOM, que, bah, on va être plutôt enclin à concéder un prêt à une institution, qui le sollicite si jamais, les conditions de conservation et d'exposition, qu'elle propose pour l'œuvre qu'on va lui prêter sont satisfaisantes. Parce que de manière générale, on a tout intérêt, bah, en fait, à travailler pour valoriser les collections, à transmettre les savoirs et puis il y a évidemment aussi l'idée que plus vous prêtez, enfin plus vous acceptez des prêts si jamais, l'occasion, semble pertinente et que, ça met pas en danger le bien, ce qui est quand même un point quand même important, mais si ces conditions-là sont remplies, vous avez toute, possibilité de penser qu'on va vous accorder aussi un prêt le jour où vous en solliciterez un, quoi. Donc c'est un réseau d'entente, on va dire, qui fait que, de manière générale, les musées vont être plutôt enclins à accepter un prêt si jamais vous le sollicitez, enfin vous les sollicitez. C'est sans doute vrai à l'échelle du territoire national, il y a quand même la possibilité de faire circuler les œuvres assez facilement d'une institution à l'autre. C'est peut-être, un peu plus compliqué, je pense, à l'échelle internationale, ne serait-ce aussi mais bon, c'est pas forcément, une chose à laquelle on va penser, mais, au-delà du fait d'accepter, un prêt, ça coûte cher le transport, quoi. Donc, vous n'allez pas forcément solliciter en plus, les institutions, qui se trouvent à l'autre bout de la planète pour aller exposer une œuvre, alors que vous en avez pas, vraiment besoin et que vous pouvez trouver la même, chez votre voisin, quoi. Bon, en gros, c'est enfin, pas souvent comme ça que ça se passe, mais donc c'est un point. Donc enfin, disons qu'il faut formuler une demande auprès d'une institution. Vous envoyez une lettre, dans laquelle vous, présentez le projet dans le cadre, duquel vous voulez exposer le bien en question. Vous présentez en général, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on envoie ce qu'on appelle un facility report. C'est une documentation qui va donner des informations aux prêteurs sur justement les conditions de conservation de l'œuvre à l'intérieur de la salle d'exposition temporaire, en gros pour dire qu'on n'est pas des sauvages et que l'objet va rentrer en bon état, quoi, parce qu'on a les conditions, on présente un bâtiment, une scénographie
les paramètres sont pertinents pour protéger le bien, quoi. Donc vous formulez cette demande en envoyant un facility report et puis en général, le musée va répondre oui ou non. Au moment où vous envoyez ces demandes, vous avez déjà une bonne idée de l'allure que va prendre votre exposition, pas en termes de scénographie, mais en termes de fragmentation du discours, la manière dont vous allez organiser votre propos. Les œuvres, elles viennent là pour illustrer tel ou tel propos, hein, donc elles s'intègrent dans un parcours intellectuel qui, à ce stade du travail, est déjà conçu. Et donc, évidemment, ce qu'il faut faire quand vous faites ça, c'est qu'il faut avoir un plan B. Dans le cas où vous formulez des demandes et que telle œuvre qui est super importante pour votre discours, finalement, le prêt n'est pas accepté, il faut pouvoir la remplacer par une autre œuvre ou alors modifier la structure de votre parcours de manière à ce que ça fasse pas bizarre, quoi, et qu'il n'y ait pas un trou. Donc, c'est un faut vraiment envoyer des demandes et puis ensuite, faut adapter, son exposition, en fonction des réponses des prêteurs. Mais en général, les partenaires, enfin, les prêteurs vont répondre assez vite, quoi. Donc vous adapter. Mais bon, ça suppose évidemment de travailler bien en amont et en général, une exposition, ça se conçoit pas, 4 mois avant l'ouverture, hein. Enfin, Mitra, ça fait 2 ans, on a travaillé 2 ans dessus avant qu'elle ouvre et c'est, en général ce qui se passe dans les musées, quoi. Parce qu'il y a toute une logistique. Outre les demandes de prêt, faut concevoir la scénographie, faut concevoir la médiation, enfin c'est extrêmement long, quoi. Vous parliez effectivement donc des emprunts, également de la scénographie qui arrive finalement en fin de course. J'imagine que c'est forcément quelque chose qui se conceptualise à la fin, une fois que vous savez ce que vous allez pouvoir emprunter, ce que vous allez pouvoir recevoir, hein, conformément à ce que vous avez dit, c'est logique. On va pas commencer à construire la maison alors qu'on sait pas si on a assez de briques. Sur le côté, je me suis permis du coup de mettre une photo de l'exposition Mitra, parce qu'on voit notamment Cotès et Cotopathès. Et donc, en termes de mise en scène, ici en l'occurrence, vous avez recomposé un mitréum, donc comme resimuler quelque chose qui peut évoquer la forme standard qu'avaient les temples de Mitra, du coup, à l'époque où le culte était pratiqué. Bien sûr, la scénographie, elle arrive en fin de projet, pas en bout de projet, parce qu'ensuite, il y a toute l'étape production. Il faut bien fabriquer la scénographie à un moment Bien sûr, qu'il oui, faut oui. prendre en Je compte dans parlais le du... rétroplanning. Mais dans le cas qui nous occupe, disons que le fait d'installer un mitréum, donc qui est plutôt une évocation, hein, mais au milieu de la salle d'exposition, enfin au début on ne savait pas trop où on allait le mettre, mais c'était une demande qu'on a formulée au scénographe dans les premiers temps du dialogue entre nous, avec mon collègue Pascal Capus, qui est commissaire de l'exposition, et mon collègue Jean-Baptiste Cyril Ditras, qui est coordinateur. En fait, on travaillait tous les trois ensemble en dialogue avec la scénographe pour donc mettre en espace le projet qu'on avait conçu. Mais la présence du mitréum, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé assez vite pour installer un mitréum parce que c'est cool, quoi. Enfin, parce que bon, c'est un élément scénographique qui est quand même sympa, quoi. Mais évidemment, on ne l'aurait pas fait si nos scénographes nous avaient dit que c'était pas possible. Bon, les scénographes, en général, sont astucieux et plein de ressources et en l'occurrence, notre salle d'exposition temporaire est pas très grande, mais ils ont trouvé les moyens de mettre, de mettre en espace justement le discours et respecter notre demande d'avoir ce mitréum en plein milieu de la salle et on était très contents et pour le coup c'est vraiment, enfin, je pense que c'est bon, c'est génial de monter une exposition, toutes les étapes sont super intéressantes, mais le moment où vous êtes en dialogue avec le scénographe et que vous voyez le projet prendre corps, c'est vraiment un moment qui est très fort et quand vous avez un scénographe qui en plus qui répond, qui est à l'écoute, qui répond à vos demandes, avec qui c'est possible d'avoir un dialogue, parce qu'il y a un apport mutuel en plus. En tant que commissaire, on a une conception sans doute du parcours qui est très intellectuelle. Il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas. Bon, évidemment, il y a des contraintes d'accessibilité qu'en tant que professionnel de musée, on sait devoir respecter, mais les scénographes, ils vont avoir aussi un œil qui est différent du nôtre, et c'est hyper enrichissant. Et moi, à titre personnel, c'est vraiment une étape du travail que je trouve vraiment intéressante, quoi. Quand on a les moyens d'avoir une belle scénographie, c'est quand même quelque chose qui peut aussi être attrayant pour le visiteur et plaisant. En l'occurrence, dans Mitra, enfin, je sais pas, vous me direz, mais moi, on était plutôt contents, quoi, et on trouvait qu'il y a une atmosphère qui, en tout cas, correspond bien à ce qu'au sein du musée, on attendait, enfin, au sein de toute notre équipe, et du coup, on est plutôt satisfait de cette scénographie.
C'est bien normal, d'autant que je vous confirme, que ce soit moi ou le collègue excavator, quand on en parlait ici début septembre, c'était il y a 3 semaines, un peu plus de 3 semaines, on disait justement que le fait d'avoir reconstitué un mitrailleum, c'était non seulement une très bonne idée, mais qu'en plus c'était très bien fait. Notamment parce que là on le voit pas parce qu'on est un peu à contre-jour, il y a un effet un peu obscur au milieu du mitrailleum qui est fait exprès, mais il y a tout un tas d'éléments qu'on peut toucher, des parfums qu'on peut sentir, etc., pour essayer de se remettre dans l'ambiance. Donc on est vraiment invité, on devine la silhouette tout à droite d'une ou deux personnes qui sont assises sur les bancs, justement pour faire comme si ils étaient vraiment dans un temple en train de pratiquer. Et effectivement, on a vraiment l'impression d'y être, et c'est très réussi. Voilà. On a vraiment travaillé en lien direct avec la médiation et donc les dispositifs là dont vous parlez à l'instant, olfactifs, la petite reproduction de cette lampe à huile, mais aussi il y a plein d'autres éléments dans l'exposition, des petites manips qui permettent de mettre l'accent sur telle ou telle partie du discours. C'est vraiment quelque chose qui a été conçu en lien avec, enfin d'ailleurs c'est nos médiateurs qui ont conçu ces dispositifs. Il y a eu un vrai dialogue, une vraie intégration, je pense, de la médiation au moment de la conception de l'exposition. C'est-à-dire que à certains moments, on s'est dit, bon, ben voilà, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme dispositif pour aller à côté des œuvres et à côté du panneau, quoi, du texte qui permet de véhiculer le discours, mais de manière très basique. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme dispositif qui s'intégrerait bien dans ce parcours et comment on le traduit ensuite du point de vue scénographique, quoi. Il y avait une vraie réflexion sur ce plan-là et moi je trouve que c'est toujours bien quand la médiation est intégrée dans le projet dès le départ, quoi. La médiation, c'est pas rapporter des écrans à certains endroits d'une salle d'exposition pour faire genre on met du numérique. C'est pas ça, quoi. Non, Il y a non, une non. vraie réflexion sur la manière de transmettre les informations, quoi. Donc effectivement, vous évoquiez donc la mise en scène donc avec les cartons, avec le texte qui explique à côté ce que vous avez sous les yeux, qui là, en l'occurrence c'est une citation, ça traduit ce qui est écrit évidemment en latin sur la stèle qui est juste à côté. Mais il y a effectivement tout un tas d'autres médiations qui ont été mises en œuvre dans l'Expo Mitra en particulier. Donc on évoquait des objets qu'on peut toucher, des parfums qu'on peut sentir, etc. Et vous évoquiez les tablettes, et effectivement c'était pas juste une tablette pour dire tourner l'objet en 3D pour regarder quelle tête il a et c'est super, on a fait du numérique. Il y avait tout un petit jeu qui propose, l'exposition est en cours ouvert, donc il y a un petit jeu au présent qui propose effectivement aux visiteurs de faire comme s'il était un initié au mystère de Mitra et qui propose donc de gagner les grades au fur et à mesure en se renseignant sur comment fonctionne le culte et donc en allant au contact des œuvres, parfois en entrant en contact physique, donc puisqu'il y a certains éléments qui peuvent être touchés. Et c'est très sympa à faire, effectivement, pour le coup c'est vraiment de la médiation qui peut embarquer à la fois les petits, parce qu'il y a un côté un peu dessin animé qui est rigolo, et les grands, puisqu'en l'occurrence moi j'étais avec une personne qui est tout à fait adulte et qui s'est laissé complètement prendre au jeu, donc ça marche bien. Bah, ça me fait plaisir ce que vous dites. C'est un peu le retour qu'on en a et c'est d'autant plus important pour nous que je pense un des enjeux de la médiation, c'est de concevoir des dispositifs pour tous les publics. Et les publics sont extrêmement variés, quoi. Il n'y a pas une manière de visiter l'exposition et même d'ailleurs le fait d'être un enfant, d'être un adulte, bah, effectivement, ça va induire une certaine stratégie de médiation, mais c'est pas suffisant, quoi. Et là, il y avait un vrai enjeu sur le fait de proposer un dispositif qui soit un dispositif interactif, mais qui puisse parler aussi bien au public jeune qu'au public moins jeune, quoi. Et bon, je pense que c'est pas facile. Et pour le coup, c'est encore nos médiateurs, quoi, qui ont travaillé là-dessus. Et voilà, on est assez contents. Enfin, en tout cas, on a de bons retours et je pense que c'est vraiment quelque chose, une stratégie qu'il faut poursuivre, c'est-à-dire réfléchir comme ça, très en amont, notamment pour les dispositifs numériques. En plus, parce que ça coûte cher, quoi. Il y a un coût financier et je pense que c'est pas forcément une bonne chose que d'imaginer qu'on va, c'est ce que je disais tout à l'heure, rajouter des dispositifs numériques juste à la fin, juste pour faire genre qu'on a du numérique parce que c'est très important maintenant dans un musée d'avoir du numérique. Mais comme ça coûte cher et que ça a un coût, et que c'est compliqué en plus parce que ça fait intervenir tout un tas d'acteurs, quoi. Les gens qui, en l'occurrence, qui conçoivent le jeu, les gens qui font le graphisme, il y a tout le matériel à acheter, enfin tout ça, il faut vraiment réfléchir à ça bien avant, quoi. C'est pas quelque chose qui s'improvise. Et effectivement, c'est ce que on se disait aussi pendant la visite, que ce soit moi, mon collègue excavator, la personne qui m'accompagnait,
c'est une exposition qui peut se faire de plusieurs façons. Il y a la façon classique où on fait le tour, on lit tous les petits penonceaux, on regarde les œuvres, on se penche, etc. Machin, la lumière, c'est super, voilà, on fait son petit tour. Il y a la façon de le faire avec le petit jeu, la petite tablette pour les petits et les grands. Et effectivement, hein, je me faisais la remarque avant que vous l'évoquiez, mais effectivement, développer un petit jeu comme ça demande quelqu'un pour faire le codage, quelqu'un pour faire le scénario, quelqu'un pour faire les graphismes, etc. Ça demande de l'acquisition du matériel, c'est un coût, et un coût significatif. Il y a aussi la façon de le faire un peu comme si on écoutait presque un podcast avec les audioguides et Jean-Christophe Piot, je crois, qui fait la... Oui, c'est lui, d'ailleurs, je dis pas je crois, c'est Jean-Christophe Piot, qui fait la voix off et avec en plus un ton légèrement décalé, parce qu'autant les penonceaux sont des penonceaux de musée, donc c'est très sérieux, c'est très carré. Le petit jeu, il est un petit peu enfantin, mais pas trop, j'y reviendrai après. L'audioguide, lui, pour le coup, il y a des blagues dedans, il y a des références un peu à la con, etc., pour faire un pas de côté, donc c'est encore une autre façon d'expérimenter l'exposition. Et j'en reviens du coup à ce que je voulais dire pour les enfants. J'avais trouvé ça très bien, dans la mesure où ça se voit que c'est quand même un peu orienté pour les enfants, mais, et c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé important, ça ne prend pas les enfants pour des andouilles. C'est-à-dire, Alors, ça ouais, s'adresse à des enfants, mais c'est pas infantilisant. enfin, le dispositif, il a vraiment été conçu pour tous les publics. Alors peut-être que du coup, c'est l'image que vous en avez parce que le côté graphisme, dessin animé, c'est l'image que Peut-être. ça renvoie. Et donc du coup, c'est intéressant parce que c'est toujours une possibilité que le dispositif soit reçu comme ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez fait ou pas le jeu. Oui, je l'ai fait avec la personne qui Ah m'accompagnait, oui, oui. mais du coup, vous avez peut-être remarqué qu'il y a des questions, c'est pas simple quand même. Ah non, Donc, non. effectivement, ça prend pas les enfants pour des andouilles, mais même pour des adultes, en vérité, c'est parfois, il faut les chercher. Enfin, il y a au moins une ou deux questions où je me suis dit: «Ouf». Ah, oui, Mais oui, c'est oui, tout bien, à fait. ça fait chercher, quoi. Mais, en tout cas, enfin, vous avez raison, de le souligner. C'est très important, je pense, de pas, perdre en niveau d'information quand on fait de la médiation pour enfants, parce que justement, si c'est pas possible de transmettre les mêmes informations, mais de Bien continuer, sûr. de conserver une certaine exigence dans le contenu transmis, même si on est obligé de s'adapter à tel ou tel type de public qui fait que fatalement, on va avoir un format plus court, une simplification après enfin, un peu de certains concepts. Mais ça, c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui est assez dur à faire et c'est vraiment un des enjeux de la médiation et pour le coup, on y a beaucoup réfléchi, je pense pendant la conception de l'exposition, mais il y a plein d'autres musées qui réfléchissent aussi. C'est trouver le bon équilibre pour faire en sorte que le discours que vous proposez aux visiteurs, il soit exigeant, qu'il y ait pas de choses fausses dedans, pas trop de simplification. En l'occurrence, sur le culte de Mithras, c'est pas simple parce que, c'est un sujet qui est un peu, semé d'embûches, il y a beaucoup d'hypothèses, beaucoup de choses qui relèvent en fait d'une interprétation et pas tellement de faits. Donc il faut prendre des gants en fait, en présentant le sujet de manière à nuancer les informations que vous donnez, mais en même temps, vous pouvez pas, donner que enfin, véhiculer que des hypothèses ou des choses très nébuleuses auprès du public. Donc, il faut trouver cette espèce d'équilibre. Et de manière générale, dans la médiation et dans les musées, c'est un vrai enjeu, je pense, enfin, surtout pour rendre l'institution et le discours accessible à des gens qui ne sont pas forcément des fans du musée ou qui n'ont pas grandi en allant tous les dimanches au musée et du coup qui n'ont pas une pratique de la visite du musée, du discours d'une exposition qui est bien enracinée, quoi. Il faut être capable de faire en sorte que ces gens-là, mais d'ailleurs, je pense, dont je fais partie, hein, parce que quand j'étais enfant, j'allais pas forcément, enfin, je vais pas raconter ma vie, mais j'avais pas une pratique assidue des musées, donc je vois très bien ce que ça peut induire. Bon, en tout cas, il faut faire en sorte que ces gens-là ne soient pas rebutés par la proposition du musée et en même temps, faut donner suffisamment de contenu pour que des gens qui sont un peu pointus ou qui connaissent déjà le sujet, y trouvent leur compte. Et ça, c'est un exercice qui est pas simple et qui, pour le coup, je pense, peut être assez facilement appuyé par le fait de multiplier les supports de médiation. Et dans le cas de Mitra, vous avez donc un parcours interactif qui permet d'aborder l'exposition de telle manière, les textes de panneaux dont le niveau d'information a été quand même soigneusement pesé par nos soins, mais en même temps, on s'est évertué de faire en sorte que les textes soient pas trop longs. Et en même temps, à côté, vous avez les audioguides qui permettent de visiter l'exposition
de manière plus légère, mais en gardant quand même du contenu scientifique, quoi. Donc il s'agit de jouer sur les différents niveaux de manière à pouvoir proposer quelque chose qui satisfasse un peu tout le monde. Et aussi, d'ailleurs, on pourrait parler du fait qu'il y a différents types de publics, mais aussi il peut y avoir différentes manières pour un seul et même individu de visiter l'exposition. Parfois, vous êtes d'humeur à vous fader une visite de 2 heures en lisant tous les panneaux. Parfois, vous n'avez pas envie, quoi. Donc, ça peut être une visite audio Ouais. guide où on va rigoler pendant 45 minutes et puis c'est pas grave, on reviendra la fois d'après et on la fera en lisant les panneaux, quoi. Donc, voilà. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à la manière de multiplier les solutions et pas se placer en plus dans une logique de visite de one shot, quoi. Il faut que les gens aient envie de revenir, de s'approprier le contenu, mais c'est vrai pour les expositions temporaires et c'est vrai aussi pour les expositions permanentes. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous venez de dire, et par ailleurs, je vous confirme que moi-même, j'ai pas grandi en allant au musée tout le temps, même assez rarement, hein, finalement. Les visites, j'en fais, puisqu'aujourd'hui, c'est un petit peu mon activité, entre autres, mais c'est vrai que pendant des années, les musées, j'y foutais pas les pieds, et ça fait justement du bien d'avoir ces différentes portes ouvertes pour pouvoir accéder à la culture, profiter d'une exposition, et c'est agréable, effectivement, de voir des musées qui, finalement, dépoussièrent un peu cette image parfois pesante du musée comme un lieu de culture statique, silencieux, avec des petits penonceaux posés à côté des œuvres, bien alignés les unes à côté des autres, voir quelque chose d'un peu plus dynamique, qui propose des façons différentes d'accéder au savoir. C'est extrêmement agréable, et ça a aussi été extrêmement agréable pour la personne qui m'accompagnait, qui pour le coup a tendance à s'ennuyer ferme dans les musées, et qui, justement, ces différents moyens de médiation lui ont permis au contraire de passer un super moment, d'apprendre plein de choses, et du coup, c'est une réussite pour Mitra. Et justement, une chose aussi que j'ai trouvé très intéressante dans l'Expo Mitra et dans le musée Saint-Raymond de façon générale, c'est d'avoir laissé une place, donc non seulement au savoir scientifique, avec toutes les modalités de médiation et d'approches différentes qu'on peut avoir en fonction des publics, mais aussi d'avoir laissé une place à la pop culture, ce qui est quelque chose aussi auquel peut-être les gens qui vont pas forcément trop au musée s'attendent pas du tout. Et d'un seul coup, on arrive dans l'Expo Mitra et on voit qu'il y a des BD, on voit qu'il y a des films qui tournent, des films d'une qualité variable au niveau du scénario et de l'historicité, ne nous mentons pas, mais il y a une place pour la pop culture. C'est un peu une marque de fabrique du musée Saint-Raymond et c'est lié au fait que j'ai des collègues, notamment au service des publics, qui ont une sensibilité particulière pour tout ce qui est pop culture et tout. Alors moi j'aime bien aussi, mais eux ils sont pointus en plus, quoi. Mais donc il y a une appétence particulière pour ce domaine-là qui fait que naturellement ça va. Enfin, ils vont réussir à très bien l'insérer dans le propos. Ça fait partie presque de l'identité du musée, quoi. C'est le musée Saint-Raymond. Je pense que la plupart des gens qui connaissent un peu les musées, quand ils y réfléchissent, quand ils pensent au musée Saint-Raymond, ils pensent pop culture et tout. Le fait de mettre en lien quelque chose qui est très éloigné dans le temps avec quelque chose qui l'est beaucoup moins et qui est qui fait partie de l'environnement quotidien de chacun, c'est une manière aussi de. Enfin, ça permet aux gens de s'approprier quelque chose qui a l'air très lointain finalement. C'est une démarche intellectuelle. Je veux dire, le fait de mettre en lien antiquité et pop culture, c'est une démarche intellectuelle qui est assez exigeante et qu'il ne faut pas faire n'importe comment. Mes collègues font toujours très attention aux relations qu'ils peuvent établir entre tel aspect de la pop culture. Enfin, il y a une vraie réflexion derrière. Je pense que vous avez dû le voir d'ailleurs en visitant l'exposition Mitra, quoi. Il y a une question d'essayer de faire comprendre aux gens la manière dont il peut y avoir réception de tel ou tel aspect d'une culture de l'Antiquité dans la culture contemporaine. Et ça force aussi à se réinterroger non seulement sur sur la culture ancienne sur laquelle on apprend des choses, mais sur notre propre culture à nous, quoi. Je pense que c'est vraiment une des portes d'entrée possibles pour rendre les musées et le discours de manière générale accessible. C'est la porte d'entrée choisie par le musée Saint-Raymond, mais il y a d'autres musées qui font les choses, qui abordent les choses d'une autre manière, quoi. Effectivement, vous évoquez que d'autres institutions pouvaient aussi essayer de le faire de façon différente, etc. Et on a Cluelsa qui rappelle que le musée de Cluny aussi, donc un musée d'histoire médiévale au cœur de Paris, fait beaucoup ça depuis quelques années. Avec par exemple des Playmobil dans les expos parfois pour reconstituer de façon un petit peu décalée certaines expositions, certains passages d'exposition. Et effectivement, c'est très rigolo la façon dont le fait le musée de Cluny aussi, sur un ton et d'une manière différente effectivement de ce qui peut être pratiqué au musée Saint-Raymond.
Et moi, je pense que de manière générale, il n'y a pas de règle. On peut tout faire du moment que c'est pas, enfin, qu'il y a du contenu et que ça se prend pas non plus trop au sérieux, parce que je pense que c'est important aussi. Je pense qu'il faut pas non plus chercher à appliquer à tout prix une formule, quoi. C'est-à-dire que bon, c'est pas parce que le musée de Cluny, et pour le coup, je trouve ça marrant, mais utilise des Playmobil peut-être dans sa muséo que tous les musées doivent le faire absolument, ou c'est pas parce que le musée Saint-Rémy fait, enfin présente des choses autour de la pop culture que qu'il faut absolument le faire, quoi. Mais en tout cas, je trouve que dans les deux cas, et puis dans plein d'autres cas aussi, ce qui est bien, c'est qu'il y a une approche un peu décomplexée, quoi, du musée, et puis bon, ça fait du bien, quoi. Mais même pour nous, je trouve. Ouais. oui. Oui, non, puis effectivement, vous l'évoquiez tout à l'heure aussi, ça permet de voir la façon dont le passé a été reçu dans un passé moins lointain, on va dire, et de voir comment le regard qu'on peut porter sur le passé en question a pu évoluer au fur et à mesure du temps. Et ça, l'Expo Mitra le montre assez bien avec les réinterprétations de Mitra par l'auteur de Conan, je crois que c'est Howard, ou Hobart, je sais jamais, je confonds les deux. Ouais. Howard, qui lui, pour le coup, a repris l'idée de Mitra, mais n'a pas du tout repris le Mitra romain, mais a repris le Mitra masdéen, c'est-à-dire perse, qui n'a pas du tout la même dégaine, pas du tout les mêmes pouvoirs, pas du tout la même personnalité. Et à l'inverse, il y a d'autres films, on parlait donc des films avec une qualité variable. Il y a le Péplum qui est tiré d'un livre, la Dernière Légion, je crois, donc qui se passe Ah près oui. du mur d'Adrien, où c'est vraiment la conception de Mitra qu'on pouvait avoir en Occident début XXe siècle, du Mitra romain, qui est presque une entité monothéiste, rivale du Christ, etc. Donc on voit que justement la vision qu'on a eue sur cette divinité Mitra, dont on n'a jamais finalement su grand-chose, et votre exposition, avec toutes les précautions qu'il faut, le rappelle très bien, bah, cette vision qu'on a eue sur lui a évolué avec le temps, et que la vision qu'on en a aujourd'hui même dans la pop culture contemporaine n'est pas celle qu'on en avait il y a un siècle, et n'est pas celle qu'on en avait il y a 50 ans. Et la pop culture Ouais, est un moyen alors, d'appréhender c'est ça tout à aussi. fait juste ce que vous dites. Après, je pense que dans le cas de Mitra, c'est très intéressant parce que c'est peut-être différent de si on s'attaque au problème de la réception de l'Antiquité d'un point de vue plus global. C'est que Mitra, finalement, c'est quand même un truc de niche et que du coup, déjà, les gens qui se renseignent sur ce sujet-là dans la pop culture, en général, ils ont bien fouillé leur sujet. Donc, en fait, la réception, je pense, hein, c'est mon avis. Enfin, après, mon collègue Mathieu Scapin, on dire au fondement de tout ce qui est lié à la pop culture dans Mitra, il en parlerait mieux que moi. Mais en tout cas, ce que ça montre vraiment, je pense, c'est la manière dont donc des écrivains, des scénaristes, des réalisateurs, etc., ont digéré quelque chose qui se trouve dans un corpus scientifique. Et donc le fait que des auteurs de fiction aillent déjà faire des recherches quand même approfondies dans de la littérature scientifique, même si elle est datée, je trouve que c'est peut-être pas si fréquent que ça, quoi. Et c'est peut-être ça qui fait la spécificité de la réception de Mitra dans la pop culture, quoi. C'est que comme c'est un truc de niche, mine de rien, même si la qualité des fictions, comme vous dites, peut être variable et tout, il y a quand même du contenu, même si c'est du contenu daté, quoi. Par rapport à l'état de l'art de l'époque et aux sources auxquelles ils ont pu avoir accès, effectivement, il y a une réinterprétation forcément, mais l'écart n'est pas forcément toujours gigantesque, c'est vrai. De nombreux musées voient exister des associations, souvent appelées les amis du musée machin ou du musée truc. J'ai cru comprendre qu'il y avait une entité de ce type-là qui était rattachée au musée Saint-Rémy. Comment ça s'organise? Quelle est l'utilité de ces collectifs-là vis-à-vis du musée, vis-à-vis du grand public? Alors, les amis du musée, c'est un groupement de personnes qui nourrissent un intérêt particulier pour le musée. Les profils peuvent être plus ou moins différents selon le type d'institution dans laquelle vous exercez. C'est un type de public particulier, c'est-à-dire qu'ils vont être par exemple très assidus aux conférences, on peut organiser des événements qui leur sont spécifiquement dédiés et en même temps ils sont aussi un support, enfin un soutien pour le musée dans certaines situations, quoi. Ils peuvent notamment, ils payent une cotisation, par cette cotisation qu'ils payent, financer certains projets, apporter un soutien financier, parfois orienter pour une acquisition, quoi. Chez nous, par exemple, les amis du musée ont contribué à la publication de notre livret d'exposition, quoi. Donc ils participent directement aux activités du musée, parfois en finançant tel ou tel projet, quoi. Donc ils sont très importants pour nous. Du coup, on laissera les gens qui nous regardent se renseigner pour devenir des amis du musée Saint-Rémy de Toulouse. Hein, n'hésitez Exactement. pas.
Merci beaucoup Margot Bécasse d'avoir été avec nous ce soir, merci de nous avoir consacré du temps. Merci à tous vous, ceux qui nous ont c'était suivis aussi. très intéressant. Merci beaucoup, j'espère que ce qu'on a pu se dire pourra servir à tout un tas de personnes qui s'interrogent sur le métier, sur également des illustrations d'activités qui peuvent l'illustrer. Merci à tous, bonne soirée tout le monde, et à la prochaine fois.